Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre 19h. Tout de suite, le sommaire. Ce samedi 29 juin était le jour du grand départ pour le Tour de France 2024. Il s'était lancé depuis Florence pour 3 semaines de course et une arrivée finale entre Monaco et Nice. Nous nous rendrons sur place en Italie pour retrouver notre envoyé spécial Christophe Pacaud. Et vous entendrez également le prince Albert II qui était lui aussi présent pour le top départ. Vous le savez, la Roca Team a été sacrée champion de France pour la 2e fois consécutive. Mais l'échec cette saison de son rêve européen a laissé des traces. L'objectif désormais, être les meilleurs. Et pour cela, des renforts de renom arrivent au sein de l'effectif. La légende du basket français, Laurent Ciara, nous en dira plus. La Mégère apprivoisée est l'un des plus grands succès de l'Opéra de Monte-Carlo. Hier soir, à l'occasion des imprévus déballés, le public a pu découvrir 2 versions différentes de ce chef-d'œuvre. Une manière de raconter la pièce sous un nouveau jour. Comme chaque année, le dernier samedi du mois de juin est marqué par la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. L'été multipliant considérablement le nombre d'animaux délaissés par leurs propriétaires. Nous sommes allés voir s'il en était de même aux États-Unis, à New York précisément. Et puis nous prendrons la direction de la place du Casino où s'est tenu le Tour de l'Espoir du Lions Club de Monaco. Les amoureux de voitures ont pu rouler sur le tracé du Grand Prix de Formule 1 et ce, pour la bonne cause. La 111e édition de la Grande Boucle a débuté ce samedi en Italie et pour la première fois de l'histoire, le Tour ne ralliera pas Paris. La dernière étape se fera entre Monaco et Nice en raison des JO 2024. Pour prendre un peu la température de ce début de Tour de France, je vous propose de retrouver tout de suite Christophe Pacaud qui est en ce moment même en Italie. Bonsoir à vous Christophe, on est heureux de vous retrouver sur Monaco Info et je crois que vous n'êtes pas seul, vous vous trouvez en compagnie de celui qui a tracé le parcours du Tour de France 2024. Bonsoir à tous et oui, bienvenue à Florence pour le départ du Tour de France. Qui de mieux que le directeur de l'épreuve pour nous expliquer ce qui va se passer pendant 3 semaines. Bonjour Monsieur Gouvenou. Oui, bonjour. On est ravis de vous retrouver ici au départ à Florence. C'est déjà important de partir d'Italie, quoi. C'est une vraie terre de cyclisme. Hein. Oui, et puis c'était quand même une chose incroyable, c'est qu'on n'avait jamais fait de grand départ du Tour de France en Italie. Et voilà, ça va être fait cette année. Une année un peu spéciale, hein, quand même, avec les Jeux Olympiques en France. Et c'est peut-être la bonne occasion pour partir d'un pays à l'étranger. Et on terminera presque d'un autre petit pays, mais avec de grandes idées, la Monaco-Nice pour la dernière. Hein. Oui, il fallait quelque chose de beau, de grandiose pour compenser la perte quelque part de Paris. Et le Monaco-Nice cochait tous les critères. Et entre évidemment ce Monaco-Nice et Florence, il y aura pas mal de petites bosses. Ça commence aujourd'hui avec des côtelettes à Florence vers Rimini. Et ensuite, on part très vite dans la montagne. Hein. Oui, c'est vrai que le fait de partir dans le sud, hein, on est quand même au sud de la France, là, cette fois-ci à Florence. On a les montagnes à proximité et donc on a décidé d'en profiter. Et on va traverser les Apennins dès la première journée, là, sur une étape quand même casse-pattes. Et puis au 4e jour, on va déjà franchir la frontière pour aller au-delà vers le Galibier. Et là, on aura déjà de la haute montagne au 4e jour de course. Ça promet une belle course d'entrée. Il y a toujours un sommet du Tour de France. Il est situé à quel endroit cette année? La Bonnette? Oui, c'est a priori la plus haute route d'Europe. Et ce sera la plus haute route du Tour de France 2024. Les coureurs vont adorer parce que c'est votre travail, c'est de dessiner le plus beau parcours. Là, il y aura le plus d'attaques pour nous aussi, les suiveurs. Hein. Oui, il en faut un peu pour tous les styles. Hein. On aura des étapes bien sûr de montagne, mais aussi des étapes de baroudeur. Une étape certainement un peu piège avec des chemins blancs, des côtes-la-monte, tous les ingrédients qu'il faut pour un beau tour. On va se régaler. Thierry Gouvenou avec nous, bien sûr, le directeur de l'épreuve du Tour de France. On va se régaler parce que ça commence aujourd'hui dans la chaleur. On va vers Rimini, il y a 15 km de plage. On pourra aller se baigner un petit coup comme ça. Et sur Monaco Info, on va suivre évidemment jusqu'à notre arrivée à nous pendant 3 semaines. Le Tour de France sur Monaco Info. Christophe Pacaud qui a aussi eu la chance de croiser à Florence le prince Albert II. Il est venu participer au top départ de ce Tour 2024. Un moment toujours particulier. Écoutez. C'est toujours un bonheur d'être là, de sentir cette ambiance extraordinaire autour des grands départs de Tour de France. Et là, ici à Florence, c'est encore, non seulement la température est chaude, mais l'ambiance est formidable et c'est un bonheur d'être là. Et encore plus de plaisir quand on sait que ça arrive chez nous, à Monaco. Voilà, c'est le départ, mais on sait que l'arrivée, la dernière étape partira de chez nous, de Monaco, pour aller à Nice. Et c'est un formidable
trait d'union entre l'Italie, Monaco et la France, et de faire vivre cette amitié par le sport, c'est formidable. Ah oui, on aura peut-être un résident monégasque vainqueur cette année. Comme vous le savez très bien, beaucoup d'athlètes du peloton sont des résidents monégasques, donc on espère qu'on aura des résidents sur le podium. Monaco, terre de vélo, le Tour de France, Monaco-Nice, la Vuelta, magnifique, vive le vélo. Hein. Vive le vélo, vive le sport, et vive l'amitié par le sport, voilà. Le prince Albert II qui était aussi à la présentation officielle des athlètes monégasques qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris dans moins d'un mois. Et nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qu'un autre sportif de la Principauté s'ajoute à la liste. Il s'agit du judoka Marvin Gado dans la catégorie plus de 100 kg. À 24 ans, il sera donc le 6e athlète monégasque en lice au JO. Et je vous informe que la nageuse Lisa Pou, qui était la toute première monégasque à se qualifier pour les Jeux, a remporté une médaille d'or à Barcelone. Elle participait à la 2e étape de la Coupe d'Europe de natation en eau libre et prend la première place de la course du 10 km. Un bon entraînement pour la porte-drapeau monégasque avant l'échéance cruciale étant attendue des Jeux Olympiques. Un mot de Formule 1 avec la 11e manche de la saison en Autriche. Après sa victoire ce samedi sur la course sprint, Max Verstappen a une nouvelle fois brillé lors des qualifications. Il prend donc la pole pour la 40e fois, juste devant Norris et Russell. Charles Leclerc termine lui à la 6e position. La course aura lieu demain à partir de 15 h. Nous vous dévoilerons évidemment les résultats dans votre édition de 18h30. La Roca Team a été encore une fois sacrée champion de France, mais cette saison s'est achevée avec un goût amer dans la bouche tant cette équipe avait les qualités pour espérer également ramener un trophée européen en Principauté. Notre invité ce soir est Laurent Ciara, l'ancien basketteur professionnel, décrypte aux côtés de Fabien Bonilla les performances des Rouges et Blancs, mais aussi et surtout le recrutement qui est en train de s'opérer au sein de l'effectif. Vous allez l'entendre, les ambitions pour l'année prochaine sont bel et bien là. Laurent Ciara, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de l'avenir, on va parler du passé. Comment l'avez-vous trouvé cette équipe monégasque, championne de France pour la 2e année consécutive? Là, y a pas, sur les finales, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a fait plus que le métier. Elle a remis à sa place cette équipe de Paris. Malheureusement pour elle, on peut dire qu'elle ne gagne que le championnat de France, alors qu'elle est quand même formatée et équipée pour gagner sur plusieurs tableaux. Mais bon, malgré la saison, et puis surtout, il y a cet événement important que Mike James devient le meilleur marqueur de l'Euroleague. Donc je pense que ça a été très compliqué pour lui à gérer, et peut-être même aussi à travers lui un peu au club. Mais non, Monaco reste l'ogre numéro 1 du championnat de France. Oui, donc vous l'avez dit, on est d'accord, ça a été une superbe saison. On devrait s'en réjouir. Et pourtant, il y a une légère frustration en Euroleague. On a le sentiment qu'on aurait pu faire mieux. Sachant que l'année passée, on est arrivé en Final Four et que cette année, sur le papier, l'équipe était même encore meilleure. Et on n'a pas atteint ce Final Four. Est-ce que pour vous, le contrat de la Roca Team a été rempli ou ils auraient pu faire mieux? Vous savez, quand vous perdez le 5e match de la belle des quarts de finale chez vous avec prolongation, on peut toujours tout trouver, on peut toujours tout expliquer. Le problème, c'est que l'Euroleague, ça reste quand même de très très grosses cylindrées. Monaco l'année dernière, certes, était qualifié pour l'Euroleague. Là, ça se joue à 5 minutes près. On peut pas dire que voilà, ce soit déshonorant pour Monaco. Le problème, c'est que ça reste des grosses équipes. Ils ont fait partie des favoris. Je pense qu'ils feront partie des favoris l'année prochaine parce que vu le recrutement qui est en train de s'opérer, je pense qu'ils ont goûté à l'excellence. Voilà, de re-signer Mike James, de faire venir Calates, d'avoir Mirotic dans les tuyaux. Voilà, ça prouve aussi l'ambition que Monaco veut avoir pour l'année prochaine. Oui. Un mot d'ailleurs sur Mike James, on sait que c'est un joueur caractériel, on ne va pas se le cacher. Quand il est arrivé, on s'est dit ça va être tendu avec les coachs. C'est pas un joueur en plus qui reste de nombreuses années dans un club et finalement, il a pris ses marques et ça fonctionne. Hein. Oui, on a beau dire ce qu'on veut, moi le premier, des fois il a tendance à m'agacer, mais là quand on s'invite à la table des seniors avec Spanoulis, Sergio Llull, Navarro et qu'on les dépasse. Et je veux dire, on en a même oublié la performance de Nando De Colo qui est devenu 2e meilleur marqueur de l'Euroleague. Tellement ça a rejailli sur lui.
Voilà, après, j'ai l'impression, et je lui souhaite avec l'âge d'un peu se calmer, je ne sais pas si c'est le terme, mais voilà, de comprendre qu'il a déjà fait une énorme partie du chemin. Là, il vient de re-signer 3 ans, ça veut dire qu'il va encore mettre la barre de meilleur marqueur encore très très haut. Et autour de lui, il y a quand même des joueurs de talent, que ce soit Okobo, que ce soit Diallo, Oteyounas. Donc ça fait partie d'un ensemble quand même. Vous l'avez évoqué, hein, la saison prochaine, il y aura une nouvelle recrue, Nick Calates. C'est un joueur qui va faire énormément de bien là aussi. Ah ben, plus qu'énormément. En plus, je pense que c'est pas un secret, ils s'apprécient. Ils ont été coéquipiers au Pana. Sur le quart de finale contre le Fenerbahçe, Mike James n'a pas tenu non plus son rang et quelque part il le doit à la bonne performance de Calates qui le connaît très bien et qui n'a pas arrêté de l'embêter en défense. Voilà, donc non, ça reste une super recrue, joueur référencé pour l'Euroleague, passeur hors pair, meilleur passeur de la compétition. Voilà, il va rentrer dans cette rotation comme s'il avait toujours appartenu à cette équipe parce que ces garçons-là, ça rentre vite dans la rotation et je pense que Mike James, ça va lui amener une forme de sécurité, ils vont pouvoir jouer à 2, c'est un vrai meneur de jeu, non, c'est plus qu'une plus-value énorme pour la Roca Team. C'est clair, ça va être le meilleur passeur de toute l'histoire de l'Euroleague qui va jouer avec le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. On est carrément sur une Dream Team presque. Ah ben ça prouve les ambitions, je reviens à votre première question, ça prouve les ambitions élevées de Monaco. Voilà, ça reste une équipe attractive, ça reste un endroit attractif qui a montré cette année, l'année dernière, même l'année d'avant, voilà, que c'était pas le hasard. Là, cette année, forcément, pour les supporters de la Roca Team, il y a un goût d'inachevé parce que, comme je le disais avant, vous perdez au 5e match après prolongation. Mais voilà, ça reste sur la durée. C'est une équipe qui, comparée à d'autres, qui ont des moyens surdimensionnés comparés à eux, ils sont dans les clous. Donc là, de commencer comme ça, je vous dis, s'il y a la chance de faire venir Mirotic en plus sur ce poste 4, pouvoir élargir le jeu, non, ça reste pour l'instant un très beau recrutement. Avec une super saison probablement à venir. Laurent Sierra, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Nous refermons cette page de sport pour nous plonger dans l'univers musical des imprévus des ballets. Jean-Christophe Maillot a proposé hier soir une vraie surprise à un public de privilégiés. 2 répétitions successives avec 2 distributions différentes de la mégère apprivoisée. Reportage José Sacré et Alexandra Marangoni. Profitant du report d'une tournée en Chine qu'il devait faire ces jours-ci avec au programme La Mégère apprivoisée, l'un des plus grands succès de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot a décidé de proposer ce ballet au public des imprévus dans une nouvelle distribution avec une nouvelle génération de danseurs et notamment de très jeunes danseuses. Ce qui m'amusait, c'était encore une fois de mettre le spectateur dans la position extrêmement délicate du chorégraphe lorsqu'il a des nouvelles distributions. Quel choix on fait ? C'est-à-dire que finalement chaque danseur a l'ambition, peut-être même la volonté de faire tous les rôles. En fait, on veut tout quand on danse. Et donc là, je vais passer la première partie de la mégère 2 fois de suite avec 2 distributions complètement différentes pour permettre aux spectateurs à la fois de comprendre quelle est la dimension subjective quand on fait un choix de distribution, mais aussi de leur faire comprendre à quel point c'est difficile finalement d'une distribution à l'autre, de vérifier que la manière dont on raconte la pièce devient très différente. Et je suis certain qu'il y a une partie du public qui va être plus attachée à une proposition que l'autre. La vraie question, c'est en quoi ce public-là va rejoindre mon point de vue ou pas. Et ça, c'est le mystère total. Comme la majorité du public présent, nous avons adoré les 2 versions. Alors, bon courage au chorégraphe directeur au moment du choix de sa prochaine distribution.
Un choix difficile, on l'aura compris, pour un spectacle qui sera donné en fin d'année au Grimaldi Forum. Partons à présent à l'exposition de Francis Hoffman intitulée Notes from the Earth. C'est la toute première fois que l'artiste rwandais expose à Monaco. Ses œuvres murales et ses installations sont conçues à partir de matériaux réutilisés. L'artiste a aussi voulu proposer aux visiteurs 2 salles avec 2 ambiances olfactives bien précises, l'une à l'odeur du café, l'autre de la lavande. Vous avez jusqu'au 20 septembre pour aller les découvrir dans l'espace artistique du Quai. Ce samedi est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Je vous en parlais en titre de ce journal, une problématique alarmante et persistante dans de nombreux pays. Pour nous en parler, pour nous dévoiler plus précisément la situation outre-Atlantique, nous retrouvons comme chaque samedi Alexandra Pani pour la chronique américaine. Avec l'arrivée des grandes vacances, vous avez voulu nous sensibiliser, Alexandra, à cette triste réalité encore trop présente. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, un fléau bien présent en France, mais auquel n'échappent pas non plus les États-Unis. Chaque année, plus de 3 millions d'animaux se retrouvent dans des refuges et seulement 48% sont retrouvés par leur maître ou seront adoptés par une nouvelle famille. Et l'une des principales causes de ces abandons est le départ en vacances. Il n'est pas toujours possible de partir avec son compagnon à 4 pattes, mais à New York, ce n'est pas un problème. De nombreuses solutions sont disponibles et alors qu'à Monaco, en France, les garderies pour chiens sont encore très rares. Ici, elles ont pignon sur rue. Je vous propose de découvrir le fonctionnement de l'une d'entre elles. Un foyer sur 2 à New York possède un chien et ils sont de plus en plus cajolés. Alors quand il est question de partir en vacances, si notre compagnon à 4 pattes ne fait pas partie du voyage, il est gardé ici par un pet-sitter à son domicile ou alors dans une garderie spécialisée que l'on pourrait appeler hôtel pour chiens. Comme c'est le cas ici chez Dogma, en plein cœur du quartier très prisé de West Village. Sa fondatrice June a eu l'idée de créer ce lieu en 2016 car elle-même cherchait un endroit sûr où laisser ses 2 petits chiens quand elle partait travailler. Here in New York, a lot of people live in a small apartment, including myself. It is important for them to have social activities and then also friends outside of the home. And then that's what the Dogma does here. Les chiens, ils sont les animaux sociables. Alors, si ils restent dans la salle ensemble, comment on dit en français, surveillés, avec le pack leader. Pack leader, c'est humain qui se gardent les chiens. Il y en a toujours minimum 2 personnes dans la salle, par salle. En général, ils restent très sages ensemble et ils sont rentrés chez eux très satisfaits et plus important qu'ils sont très fatigués. Oh, c'est ça. Garderie à la journée ou avec nuitée. Et pour que le séjour soit des plus agréables, de nombreuses activités sont proposées. Balades en extérieur, toilettage ou encore cours d'agility. I'm basically like a second pair of eyes for them, so I have to watch out that they're not fighting, that they're not really like doing things that they're not supposed to, or eating stuff off the floor. I'm also the agility class instructor. So what that is like it's an agility course where there's like different obstacles that we make dogs go through. So there's like cones and like weave poles, and there's like little obstacles that they can jump through. So if they're sometimes struggling to like listen or pay attention, the treats usually help. J'ai déjà des expériences avec des chiens sur Bordeaux, en France. C'est un travail que je voulais réaliser en venant ici aussi pour pouvoir me faire une expérience professionnelle dans ce milieu-là, afin par la suite peut-être de continuer en France ou de passer une formation à voir. C'est un secteur qui est en voie d'évolution en France et qui est moins développé qu'aux États-Unis en général. Les chiens sont gardés ensemble sans cage jour et nuit. Et pour que tout se passe sans accroc, tout a été prévu. Ils sont nourris séparément et peuvent avoir des temps de repos individuels. Chaque chien est surveillé avec attention. Just being here and working with pups, everyone here really cares about their job, they care about what they do.
and it just translates with everything that we do. Pour rassurer les propriétaires, les aventures des toutous sont filmées en live à l'aide de webcam durant la journée pour toujours garder le lien même à distance et chaque jour un compte rendu est envoyé par email. De véritables vacances 5 étoiles qui assurent amusement et sociabilisation pour les chiens et une solution rassurante pour les maîtres. Et je vous informe que nous aurons le plaisir de recevoir demain dans ce journal la vétérinaire et auteure Hélène Gâteau. Elle nous dévoilera à 18h30 comment mobiliser les consciences et changer les choses face à ce fléau des abandons pendant les vacances. Ce samedi se tenait le Tour de l'Espoir du Lions Club de Monaco, un événement organisé sur la place du Casino où les fans de voitures d'exception pouvaient prendre la place de copilote et rouler sur le tracé mythique du circuit de F1 de la Principauté. L'occasion également de récolter des fonds pour des associations qui œuvrent pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Un reportage d'Anaëlle Marquez et Alexandra Marangoni. Lamborghini, Porsche, McLaren ou encore Ferrari, ces marques de voitures font rêver et aujourd'hui dans le cadre du Tour de l'Espoir organisé par le Lions Club de Monaco, elles étaient nombreuses sur la place du Casino. Il était alors possible pour les plus passionnés de supercars de monter à bord de l'une d'entre elles pour être copilote sur le circuit de Monaco pendant un court instant. La première étape, c'était hier soir, il y avait un dîner de gala à l'hôtel Hermitage. Aujourd'hui, nous vendons des tours de tracé du Grand Prix de Formule 1. C'était l'esprit de Monaco, de pouvoir faire rêver des gens en étant dans des supercars. Et demain, nous ferons une concentration qui partira du Sporting d'été pour aller au col de Turini. Et là, pareil, c'est un petit clin d'œil au rallye de Monte-Carlo. Le but de ce Tour de l'Espoir, collecter des fonds pour soutenir la Fondation Flavien, une association monégasque qui œuvre pour la recherche contre les cancers pédiatriques, tout en apportant soutien et accompagnement aux malades et à leurs familles. Mais l'événement devait aussi permettre d'offrir à tous un moment de plaisir et de partage autour de belles voitures. L'importance d'une journée pareille pour la Fondation, c'est d'une part au fait de sensibiliser les gens à la cause que sont les cancers des enfants. Mais ces journées-là sont du pur bonheur aussi, parce que les propriétaires comme sont là, ils donnent du rêve. Et c'est aussi un petit peu un but de ce genre de journée, donner du rêve, envoyer du boost, envoyer quelques chevaux et aller plus vite pour lutter contre les cancers des enfants. Et pour ce qui est de donner du rêve, la mission est réussie. Nombreux étaient les amateurs venus admirer, prendre en photo ou se faire photographier à côté des supercars. Quant à d'autres, ils n'ont pas hésité une seule seconde à être généreux en achetant leur tour de voiture pour une expérience hors du commun et inoubliable. C'est une grande émotion. Honnêtement, je suis venu pour la fondation, pour les enfants, pour la recherche de cancer. Et non, je pense que c'est une très bonne cause. Et l'opportunité de conduire une de ces voitures vers Monaco, vraiment, c'est une très bonne chance. J'adorais. Le ressenti, c'est impressionnant. Déjà, on est à côté d'une star. Les voitures, elles sont magnifiques. Tout va tellement vite. Enfin, c'est vraiment génial. Ce Tour de l'Espoir a été marqué par la venue de son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, mais aussi par la présence de Raoul Marquisio, champion de rallye et parrain de l'événement, qui à bord de sa Lamborghini verte a fait rêver petits et grands. Dans le cadre de l'entretien continu du réseau de voies urbaines, des travaux de réfection complète de la chaussée du boulevard des Moulins auront lieu du 1er juillet au 6 septembre. La plupart de ces travaux se dérouleront de nuit ou par un pilotage manuel et par feu pour minimiser l'impact sur la circulation. Pendant la durée des travaux, la station de vélo électrique du boulevard des Moulins ne sera pas accessible et les lignes de bus seront déviées sur l'avenue Saint-Laurent avec la mise en place d'un arrêt de bus provisoire au numéro 7, avenue Saint-Charles. Autres travaux, avenue Hector Otto, après la fuite ayant impacté le réseau d'alimentation en eau. Les réseaux vont être rénovés et renforcés. Les travaux s'effectueront simultanément sur 2 secteurs de l'avenue Hector Otto et une circulation alternée sera mise en place pour ne pas perturber, là encore, les riverains. Afin de conserver la circulation dans les 2 sens, des pilotages manuels seront mis en place de 7h30 à 18h30, ainsi qu'un pilotage par feu de signalisation en dehors de cette période. Terminons ce journal par un point météo après une journée très nuageuse et un ciel aux couleurs orangées. Quel temps est-il prévu pour demain? Bonsoir Justin Adel.
Bonsoir Julia, le ciel, vous l'avez dit, a été très couvert aujourd'hui avec des nuages orangés provenant à nouveau du désert. Le temps a donc été très lourd et ça n'annonce pas de bonnes nouvelles. Si une grande partie de l'Hexagone va être frappée par des orages, Monaco tire son épingle du jeu avec un temps plutôt ensoleillé pour ce dimanche malgré quelques passages nuageux. Niveau température sont attendus 21 à 26 degrés, une chaleur qui d'ailleurs ne devrait pas descendre dans la nuit car oui, les nuits tropicales font leur retour, certes un peu plus tard que l'année dernière. Ce sont ces nuits, rappelez-vous, très chaude où la température ne descend pas en dessous des 20 degrés. Un phénomène dont la principauté devrait être impactée pendant quelques jours. Donc au cas où, pour vous rafraîchir, la mer pourra monter jusqu'à 24 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 5h50 et se couchera à 21h17. En ce dimanche, nous fêterons Saint-Martial. Ce samedi matin, et malgré la météo capricieuse dont nous parlait Justin Hadel, plusieurs amoureux de navigation sont partis du port Hercule à l'occasion du trophée Riva. C'est le rendez-vous le plus prestigieux du sud de la France pour les propriétaires Riva du monde entier. Les passionnés ont pu rallier aujourd'hui Saint-Tropez sous l'objectif de Stéphane Dana. Ce sont les photos du soir. Merci d'avoir suivi votre journal sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle édition riche en informations. Belle soirée sur notre antenne.